Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole peut-être sur cette Lies Messatfa? Alors attends, Non. Je suis aussi très ému par cette délibération. Je suis très ému de vous voir, Cathy, Jean-Luc, dans ce conseil. Cécile Vannier avait 17 ans quand des salauds lui ont volé la vie, quand des terroristes l'ont arraché à sa famille. Dans ma génération, c'était l'ami de beaucoup. C'était ma camarade de classe au lycée, mon binôme en physique-chimie en terminale. Et à Léonard de Vinci, vous l'avez rappelé, Madame le maire, l'année dernière, nous avons baptisé le grand amphithéâtre du lycée à son nom et accroché la plaque commémorative qui attendait, à mon sens, qu'on attendait depuis trop longtemps, mais ça c'est une autre histoire. À cette occasion, nous avons assisté à des chansons, des lectures de textes, des prises de parole en hommage à Cécile, réalisées par des lycéens d'aujourd'hui. Ils ne l'ont pas connue, mais elle symbolisait tellement pour eux la liberté, la pugnacité, la joie de vivre, l'insouciance, l'amitié. C'était magique, car elle vivait à travers eux, comme elle vivra à travers les générations prochaines de Levalloisiens. L'amour, la transmission, c'était tout le sens de cet hommage, et c'est tout le sens de celui d'aujourd'hui. Aussi, j'aimerais avoir une pensée pour ces 17 familles levalloisiennes, les animateurs qui ont été touchés dans leur chair par ce drame, mais qui montrent chaque 22 février la force du lien qui les unit, et, ils le savent, sont réchauffés par le soutien de notre grande famille levalloisienne. Merci Monsieur Messatfa pour ce bel hommage rendu à Cécile, à sa famille et à toutes les personnes qui ont été touchées dans ce terrible drame. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais mettre aux voix la délibération. Qui est pour? Avis contraire? Abstention. Je vous remercie pour cette magnifique unanimité. Je crois que les parents de Cécile y seront sensibles. En tout cas, moi, c'est une délibération qui me touche aussi beaucoup et je suis ravie que nous ayons pu rendre hommage à Cécile de la sorte avec toute l'unité du conseil municipal. Merci. Oui, nous irons aussi, Madame le maire, dans un sens favorable à cette délibération. Je tiens aussi à attirer l'attention sur le fait que c'est bien de donner des exonérations de charges sur les terrasses, mais je tiens à attirer votre attention une nouvelle fois, je vais pu le faire à l'occasion d'un courrier auquel vous avez répondu, sur la réalité et les difficultés qu'ont nos restaurateurs avec le bruit des travaux lors de l'heure du déjeuner. J'ai pu en parler au sujet du marché Henri Barbus, mais on a aussi ce cas dans plein d'autres endroits à Levallois. Les restaurateurs comme les riverains ont de plus en plus de mal avec les travaux et je pense qu'il faut avoir une meilleure coordination des horaires sur ce sujet-là. On a sur le chantier L'Oréal parfois des travaux qui sont tard dans la nuit, qui à la fois embêtent les restaurateurs mais aussi les riverains. J'entends qu'il y a une nécessité d'avoir des travaux et donc ça engendre du bruit. Mais je pense qu'on pourrait avoir une meilleure gestion des horaires. Parce que quand vous me dites à juste titre que nous sommes dans une course pour pouvoir arriver à ouvrir le marché avant le début de l'hiver et de Noël, je l'entends. Mais on voit aussi souvent les chantiers se terminer à 15 heures. Et ça, c'est une réalité que l'on constate quasiment chaque jour. Donc peut-être avoir une réflexion pour pouvoir prolonger davantage dans la journée jusqu'à 17 heures les travaux et pour permettre aux commerçants qui en ont bien besoin dans cette période de Covid de pouvoir exercer leur métier dans de meilleures conditions. Madame Deschamps, vous vouliez la parole. Oui, merci Madame le maire. Monsieur le conseiller municipal, en réalité, dans vos propos, il y a plusieurs choses. Je comprends tout à fait, bien évidemment, ce qu'il en est, mais ayant moi-même subi un chantier en face de chez moi pendant 3 ans, je sais ce que c'est.
Le marché. Alors, d'abord, premier point, les horaires de chantier sont encadrés, parce que vous semblez indiquer que tel n'est pas le cas. Donc, les horaires de chantier sont encadrés, du lundi au vendredi, de 8h à 18h, avec systématiquement une demande de pause à l'heure du déjeuner, sauf que l'heure du déjeuner d'un chantier n'est évidemment pas la même que celle de personnes comme vous et moi qui souhaitons être attablés au restaurant. Bon. Ça, c'est la première chose. Donc, vous disiez qu'il faudrait que le chantier du marché puisse aller jusqu'à 17h. Tel est le cas, puisqu'en réalité, il va jusqu'à 18h. Je rappelle également que, contrairement à ce qui se passe dans d'autres communes du département, puisque vous avez un arrêté préfectoral qui régit les horaires de chantier, et ensuite vous pouvez prendre un arrêté municipal pour être un peu plus contraignant, ce qui est le cas sur le Valois, puisque sur l'arrêté préfectoral c'est 7h du matin, alors que nous c'est 8h, l'arrêté préfectoral c'est 19h, alors que nous c'est 18h, et enfin l'arrêté préfectoral autorise le samedi. Bon. Il y a eu une tentative à la suite du confinement pour faire en sorte que certains chantiers qui avaient pris beaucoup de retard, on a accepté, on a testé le samedi, on s'est rendu compte que c'était pas acceptable parce que en réalité, il y a encore beaucoup de gens qui sont en télétravail, donc ça faisait des bruits, des nuisances 6 jours sur 7. Donc pour le marché, bon, la phase très lourde est quand même passée, quasiment en voie d'être passée. Nous avons effectivement un problème de timing, c'est-à-dire que si nous souhaitons que les achats de Noël puissent se dérouler comme il se doit, nous devons effectivement, ainsi que Madame le maire vous l'a indiqué par courrier, nous devons faire en sorte que le site soit livré dans les temps que nous nous sommes assignés. Bon. Les commerçants, nous les avons réunis avec Giovanni Buono, ils ont été très réceptifs, enfin Giovanni pourra peut-être dire un mot, enfin pourra dire un mot s'il le souhaite, puisqu'on leur a présenté ce qu'allait être la halle, et il y a un véritable engouement, et les commerçants autour de la halle ont très bien compris l'intérêt de ces travaux. Maintenant, très rapidement, je viens sur le chantier L'Oréal, enfin ce qu'on appelle le chantier L'Oréal, qui est en fait le chantier Aviva. Là aussi, c'est un chantier qui s'avère être actuellement très compliqué, puisqu'en réalité, il est c'est la phase de démolition. Phase de démolition qui n'est absolument pas assurée, bien sûr, par le promoteur et son entreprise, sa future entreprise de gros œuvres, qui, si ma mémoire est bonne, est le groupe Vinci. Hein, c'est ce qu'ils nous ont dit, Thierry. Bon. Effectivement, il y a eu quelques dérapages. Il y en a encore eu un cette semaine, puisque une pelle est arrivée sans prévenir au milieu de la nuit. Pour votre information, enfin je ne doute pas, j'imagine que vous êtes très au courant, mais comme ça j'informe tout le monde et ceux qui nous écoutent. J'ai déjà pris 2 arrêtés de fermeture administrative de ce chantier, et je suis prête à en prendre un 3e, voire un 4e. Je n'ai aucune difficulté par rapport à cela. Et enfin, donc il y a une vraie coordination. Enfin, nous sommes en pleine concertation avec le groupe scolaire, parce qu'il y a aussi une vraie priorité, c'est le groupe scolaire Anatole France, tout comme le collège Danton. Et là aussi, les horaires sont aménagés, c'est-à-dire que le chantier ne doit pas débuter avant 8h30, c'est-à-dire après la rentrée des enfants. Il y a également la pause méridienne qui est respectée d'1 heure, et il y a ensuite 20 minutes de pause à partir de 16h pour assurer la sortie des enfants du groupe scolaire. Voilà. Nous avons un agent de la direction de la prévention, la DBRSE, qui est là tous les jours pour surveiller ce qui se passe, puisque de temps en temps, effectivement, il y a des dérapages, mais croyez-moi, il y a une réelle coordination, et nous y sommes très attentifs. Merci, Madame l'adjointe au maire. J'entends qu'il n'y a pas les pauses des chantiers ne sont pas les mêmes que les pauses traditionnelles des restaurateurs ou des gens qui travaillent, mais je vous invite... moi, je vous inviterai à déjeuner autour du marché Barbus si vous le souhaitez, pour vous indiquer qu'il n'y a
aucune pause, et ce depuis plusieurs jours maintenant. Et quand je dis aucune pause, c'est même pas 20 minutes. C'est vrai. Donc il y a, je pense, matière à revoir de ce côté-là, et j'entends qu'il y a cette nécessité d'aller vite, mais est-ce que vous avez l'intention d'avoir des travaux du marché, d'autoriser les travaux du marché le samedi? À ce stade, ce n'est pas prévu. Non. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, mon invitation à déjeuner tient quand même. Ah, ça c'est bien. Madame Covid va être très jalouse par contre, hein. Je suis obligée de vous le dire. Moi je veux pas de problème dans la majorité. Hein. Moi, je t'inviterai Isabelle. De rien. Ok. Mais c'est vrai que sur cette question des chantiers, c'est jamais la bonne heure. C'est comme les poubelles. Les chantiers, c'est comme les poubelles. C'est jamais la bonne heure. C'est-à-dire, comme tu le dis, Sophie, soit le matin, c'est trop tôt, c'est quand on part tous travailler, ça crée des problèmes. Soit c'est trop tôt le matin, et dans ces cas-là, ça dérange tout le monde, alors que tout le monde a envie de dormir. Vous parliez, Monsieur Messatfa, de 15h, 16h, c'est l'heure où les enfants sortent. Donc, avoir des gros chantiers en activité avec des livraisons, etc. Puis, au moment où c'est les sorties scolaires, c'est compliqué aussi. Le soir, ça gêne aussi beaucoup. Donc, oui, les chantiers, c'est compliqué, on essaye de les encadrer au mieux, c'est un gros travail qui est fait par la direction de la voirie et la DPRSE qui, à chaque fois que nécessaire, se rendent sur place, contrôler s'il n'y a pas trop de bruit, pas trop de poussière, pas trop de... Voilà, c'est quelque chose qu'on fait, qui mobilise énormément nos équipes, et comme Sophie l'a dit à juste titre, quand il y a des abus, quand il y a des vrais abus, on n'hésite pas à fermer les chantiers et à demander aux responsables du chantier de revoir son organisation et ses méthodes de travail, parce que oui, parfois il y a des abus, vous avez raison, et on les sanctionne. Bonne chose. Monsieur Messatfa, vous avez la parole. Merci Madame le maire. J'aurais plusieurs questions à ce sujet. La première question étant le reliquat. Donc j'ai cru comprendre qu'on allait obtenir 9 080 000 € et que le chantier de réhabilitation du marché allait coûter entre 5,6 et 5,8 millions d'euros. Donc qu'allons-nous faire de l'argent restant? Ça, c'est la première question. Comment avez-vous envisagé le stationnement des camions au moment de la réouverture du marché? Est-ce que ça va être encore, permettez-moi d'employer cette expression aussi bordélique, ou il y a une chose de prévue? Et la troisième, et à mon sens importante, c'est quel est le présent et l'avenir du parking en sous-sol. Pour rappel, c'est un parking avec un fonds de commerce privé dans lequel on pouvait stationner 400 voitures. J'ai cru comprendre que le Vaparc souhaitait l'acquérir pour faire 320 places, donc il y avait quand même une perte de places au centre-ville, alors qu'il est très difficile de se stationner. Donc voilà ces trois questions. Alors, c'est des questions qui sont liées. Sur la question du parking, justement, vous avez raison. Aujourd'hui, la ville est propriétaire de ce parking qui est sous la halle du marché. Sauf que ce parking est effectivement exploité par un privé depuis de nombreuses années. On est entré en négociation avec lui pour justement récupérer ce bail et dénoncer le bail. Il y a une procédure juridique qui est menée. Les avocats se parlent, les avocats de M. Charon et les avocats de la ville. Je pense qu'on arrivera à un accord. Combien de temps à peu près? Dans combien de temps? Alors ça dépendra aussi de M. Charon. C'est-à-dire que si demain il dit d'accord à nos propositions, l'accord il est fait demain. Donc là-dessus, encore une fois, c'est une négociation entre avocats. J'ai bon espoir qu'on y arrive. J'ai reçu moi-même M. Charon avec Carole Sebag, donc M. Charon, l'exploitant du parking, pour entendre un petit peu ses préoccupations qu'on comprend. Effectivement, c'est un exploitant qui, du jour au lendemain, a vu son parking fermé pour des raisons de sécurité et qui n'a pas pu réouvrir son parking parce que c'était le souhait de la municipalité d'avoir un autre projet plus global sur cet ensemble. Donc aujourd'hui, la ville, évidemment, dédommagera M. Charon. Reste à s'entendre sur le montant de ces dédommagements. Des experts ont évalué le montant de son fonds de commerce à un certain montant que M. Charon conteste. La ville est évidemment prête à faire un geste. Donc voilà, les négociations suivent leur cours et j'espère qu'elles aboutiront rapidement pour qu'on puisse avancer. Sur le parking, vous le dites vous-même, c'est-à-dire que bien sûr, aujourd'hui, on a un parking avec 400 places, sauf que les gros camions ne peuvent pas y accéder. Donc l'enjeu, c'est exactement ça. Pourquoi on réduit le nombre de places? Parce qu'on va pouvoir faire justement, en refaisant complètement ce parking qui est quand même vétuste et compliqué à utiliser, l'idée, c'est de pouvoir y faire aussi des places de stationnement pour pouvoir y stationner les gros camions
qui déchargent aujourd'hui le marché et sur lesquels on n'a absolument pas de solution de stationnement. C'est-à-dire que pour répondre à votre question, où vont stationner les camions au mois de décembre quand la halle rouvrira, on n'a malheureusement aujourd'hui pas de solution meilleure que celle qu'on avait avant, c'est-à-dire il y a un an, parce que justement ce parking-là, on attend de pouvoir le récupérer pour en faire quelque chose de bien, avec un espace qui pourra stationner ces camions en sous-sol plutôt qu'autour du marché Henri Barbus, qui n'est effectivement pas satisfaisant. Alors on avait d'autres solutions, je pense qu'on gardera les facilités de stationnement autour de l'hôtel de ville comme on le fait aujourd'hui, ce qui permettra de désengorger un petit peu le cœur de ville. On avait aussi d'autres solutions de stationnement un peu plus sur la périphérie, mais les commerçants préfèrent en général décharger immédiatement à côté, et voilà. Mais c'est des questions qu'on traite, et justement cette question du parking est très liée, enfin du devenir du parking est très liée avec le désengorgement qui se fera autour de cette halle Henri Barbus. Voilà. Sur le reliquat. Et sur le reliquat, écoutez, sur le reliquat, ça rentre après dans notre budget et on en fera plein de belles choses. Une maison des familles peut-être. J'ai une suggestion pour le stationnement des parkings, c'est notamment au niveau de la fourrière d'Antonin-Reynaud qui a assez de hauteur pour pouvoir accueillir des camions. Certes, la décharge pourra se faire à proximité du marché, mais ensuite le stationnement pourrait se faire là-bas et je pense qu'il serait intéressant de regarder vers cette voie-là. Alors je ne sais plus, Antonin-Reynaud, je ne sais plus s'il est très gros, il rentre. Et après, il y a le foyer. Ouais. Attends, prends le micro, Michel, parce qu'on n'entend pas. Oui, mais il dit décharger, après, il peut se mettre. C'est bon. Yes. Oui, effectivement, sur Antonin-Reynaud, c'est le seul parking qui a suffisamment de hauteur, mais c'est déjà occupé par la fourrière. En fait, le premier niveau où il y a de la hauteur est pris par la fourrière. Et le parking du marché, aujourd'hui, il est, d'après une première étude, à 400 et quelques places, mais il a suffisamment de hauteur, mais il n'est pas aux normes du tout. Donc, la personne qui exploitait ce parking garait lui-même les voitures et les mettait où il voulait et les ramenait en surface. Aujourd'hui, si on veut faire un sens de circulation, en ayant la possibilité de mettre une quarantaine de camions, pas les gros semi-remorques, mais les camions qui sont stationnés autour de Gabriel Péry et Voltaire, on a la place pour mettre entre 35 et 40 camions et on descendrait le nombre de places à 250 places à peu près. Voilà. Bon, sachant que ce cœur de ville est quand même bien pourvu en parking quand même. Absolument. Et que l'enjeu, c'est véritablement de trouver des places de stationnement plus pour les camions du marché que pour les véhicules légers. Il y a un gros souci sur ce parking, c'est le dégazage et l'enlèvement de la citerne de fioul et d'essence qui est dont la ville est également propriétaire. Ouais, on ne peut pas la garder. Voilà. Ok. Monsieur Messatfa, vous avez demandé la parole. Merci Madame le maire, nous voterons favorablement cette délibération, cet ajout de cette nouvelle tarification du point vert hebdomadaire qui vient s'ajouter à celle mensuelle. On parle là du stationnement en voirie, mais j'aimerais aussi aborder, j'en profite pour aborder, comme nous ne siégeons pas à Leva Park ni aucun groupe minoritaire, pour aborder une question qui est celle du stationnement des voitures tampons au niveau de la voirie. On a beaucoup de voitures tampons à Levallois. Vous le disiez, notre offre de stationnement, c'est en sous-sol, en parking, avec les 21 parkings, c'est 8500 places, à peu près 3000 en surface. Alors oui, nous avons beaucoup de parkings en centre-ville, cependant ils sont très remplis, et j'en prends un en exemple, celui d'Anatole France, il a une liste d'attente longue comme le bras, alors qu'on a un quart des parkings avec 50% d'occupation en moins. Donc je comprends que les Levalloisiens, quand ils utilisent tous les jours leur voiture, aient besoin d'avoir un parking à proximité, c'est-à-dire à 200 mètres de leur domicile. En revanche, il existe aussi des Levalloisiennes et des Levalloisiens qui utilisent leur voiture une fois par semaine et qui laissent leur voiture garée en extérieur parce que la tarification de Leva Park à 125 € est trop élevée. Alors on se retrouve avec des parkings en périphérie, là où on a construit de nouveaux immeubles qui bénéficient de parkings privés. Donc on a là-bas des parkings Leva Park assez vides, je pense vers Alsace, je pense à Pompidou,
Et on a des voitures tampons dont les propriétaires ne souhaitent pas amener ces voitures dans les parkings Levapark parce que ça coûte 125 € par mois. Moi, je vous invite à avoir une vraie réflexion sur ces voitures tampons-là pour un Levalloisien qui utilise sa voiture 4 fois dans le mois, qu'on puisse réfléchir à une tarification inférieure. Nous avions, pendant la campagne, parlé d'une tarification à 80 € qui, je pense, rentre dans les clous budgétaires de Levapark. Donc, je vous y invite à réfléchir à ce sujet-là, parce que si on veut récupérer de l'espace en surface pour faire de l'espace vert, pour faire de la piétonisation, il faut d'abord avoir une vraie réflexion sur le stationnement, parce que la voiture, c'est pas l'ennemi, il faut juste qu'elle trouve sa juste place dans la ville. Monsieur Chassa, vous voulez répondre? Merci, Madame le maire. Tout peut être étudié et tout mérite effectivement d'être regardé dans le détail. La tarification à 125 € pour un abonnement mensuel dans des parkings qui sont nettoyés, sécurisés, surveillés, dans lesquels il n'y a jamais aucun incident, contrairement d'ailleurs malheureusement à certains parkings de particuliers qui ne bénéficient pas des mêmes protections et des mêmes services et qui sont souvent tout aussi chers, voire même plus chers. 125 € par mois, c'est pas excessif et ça correspond en grande partie aux charges que supporte Levapark pour garantir la propreté, la sécurité, l'éclairage et le nettoyage de tous ces parkings. Donc on peut toujours imaginer faire des tarifs spécifiques et adaptés, mais on aurait quand même un vrai problème financier d'équilibre et on serait face à des effets d'aubaine qui ne seraient pas non plus forcément satisfaisants, d'autant que l'intérêt des parkings, c'est d'avoir un roulement entre les particuliers qui s'y garent le soir, la nuit, et ceux qui viennent travailler la journée et qui peuvent justement s'y garer ou venir faire leurs courses et profiter d'un accès à un parking. Monsieur Messatfa. Je pense que la santé financière de Levapark, qui, à mes souvenirs, a un chiffre d'affaires aux alentours de 3,5 millions avant redevance, le permet, comme il est possible de réfléchir à une tarification sociale dans les parkings aux alentours, là où il y a beaucoup de logements sociaux. C'est une vraie demande des Levalloisiens et je pense que, certes, on est dans le cadre d'une société d'économique, mais il y a un service public aussi qui est engagé derrière, c'est le stationnement et le bien-être des Levalloisiens. Donc, certes, ça rognera un petit peu sur le bénéfice de Levapark, mais je pense qu'il est vraiment intéressant de s'y intéresser pour le bien-être des Levalloisiennes et des Levalloisiens. C'est noté. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Messatfa. Je comprends les raisons, l'utilité et aussi la nécessité de garantir la continuité du service public. Cependant, vous employez le conditionnel dans la délibération quand vous évoquez la durée de prolongation de la convention actuelle. Vous indiquez en effet une prorogation pour une durée courant jusqu'à la notification du nouveau marché aux futurs titulaires qui devrait intervenir avant la fin de cette année. Pourquoi ne pas remplacer devrait par doit? Il nous reste 3 mois. J'imagine que nous avons débuté les démarches. Voilà, nous conditionnons notre vote pour à cette modification. Sinon, nous nous abstiendrons. Voilà, parce que c'est vraiment difficile de voter sur du peut-être. Eh bien, parce que nous sommes des gens prudents, que nous savons ce que vivre un aléa veut dire, surtout après la période compliquée que nous venons de vivre. Et nous voulons éviter au conseil municipal de devoir voter une nouvelle fois si par hasard nous nous étions trompés sur la date. Mais pouvons-nous avoir un maximum? Parce qu'on a choisi cette formulation-là qui en vaut une autre. Ok. Monsieur Messatfa. Merci Madame le maire. Nous voulons voter pour cette maison des familles. La famille est structurante à la fois pour l'individu et la société, et donc c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. C'était une des promesses de votre campagne. J'imagine donc que vous avez mûrement réfléchi à ce projet-là. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des prémices et des structures déjà identifiées ou qui sont en cours de réflexion qui seront installées dans cette maison des familles? Parce que j'ai relu votre projet sur l'intention d'aider et de réaliser un accompagnement sur les familles, qu'elles soient monoparentales, jeunes ou autres, est intéressant. Mais quelles sont les structures qui, pour le moment, ont vos faveurs dans cette maison des familles?
On a été approché par beaucoup d'associations et beaucoup de professionnels de bonne volonté qui sont justement intéressés par ce projet-là. Pour l'instant, encore une fois, Elsa l'a dit, on est sur un projet qui verra le jour début 2022. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu prématuré de vous dire avec qui on travaillera effectivement. Là, encore une fois, on a été approché par des pédiatres, par des associations qui luttent contre le harcèlement scolaire, par des associations qui font du soutien aux femmes isolées, par des associations ou par des acteurs qui travaillent sur des problématiques aussi de coaching ou des choses comme ça, de bien-être aussi beaucoup. Donc tous ces acteurs-là, aujourd'hui, on les rencontre. Elsa les voit beaucoup. On a acté le fait qu'on allait phaser un petit peu le projet pour qu'il puisse voir le jour. C'est-à-dire qu'il y a deux choses dans ce projet. Il y a tout le volet accompagnement, écoute, etc. Et il y avait aussi la partie médicale, qui elle est plus problématique, plus technique, qui pose quelques difficultés, ou en tout cas quelques sujets qu'il faudra qu'on aborde ensemble et quelques thématiques un peu techniques. Donc on a fait le choix d'avancer sur la partie beaucoup plus accueil, conseil, etc. Et dans un second temps, d'y incorporer dans cette maison des familles le volet plus médical, les pédiatres, etc. Donc ça, ce sera dans un second temps, mais l'espace tel qu'il a été pensé aujourd'hui, tel qu'il est conçu, permettra d'intégrer ce volet médical dès lors qu'on aura eu toutes les informations et toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir avancer dans cette voie-là. Voilà, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire on va travailler avec tel ou tel acteur, parce que ça, c'est pas acté. On est encore dans une phase de concertation, d'échange avec les personnes qui souhaitent s'investir au sein de cette maison des familles. Donc voilà. Mais n'hésitez pas, si vous avez des associations qui sont intéressées par ce projet, on les rencontrera évidemment avec grand plaisir. Je pense qu'on peut lier aussi des associations et certains services de l'État ou déconcentrés qui peuvent être assez utiles dans cette maison des familles. J'en profite aussi de cette délibération pour vous demander la transmission d'un état des lieux du patrimoine de la ville. Donc on utilise beaucoup le patrimoine de la ville pour le remboursement de la dette, et en connaître la qualité permettra d'apporter un éclairage plus précis. De l'intégralité du patrimoine de la ville ? La transmission d'un état des lieux. De l'intégralité du patrimoine de la ville ? Les parkings, les immeubles, etc. Oui. On a combien de temps pour le faire là ? Parce que c'est un petit boulot là que vous nous prenez. C'est marrant parce que vous nous prenez, Monsieur Messatfa, énormément de temps. Je pense qu'il va falloir que j'embauche quelqu'un à temps plein pour traiter toutes les demandes de l'opposition, parce que mon cabinet est juste. Je pense que Paul-Antoine va faire une syncope, mon directeur de cabinet. Vous nous demandez énormément. C'est hyper chronophage que vous me demandez, mais on va le faire avec grand plaisir. Mais c'est-à-dire que faut vous rendre compte aussi de l'importance des demandes que vous pouvez nous formuler. La dernière de Madame Fondeur était aussi pas mal dans le genre. Je comprends, mais c'est vraiment important pour nous de le voir. C'est vraiment chronophage. J'espère que ça ne vous rendra pas après 18h. Voilà. Mais nous voterons pour cette délibération. Je vous remercie. Monsieur Messatfa, vous avez la parole. Merci Madame le maire. Je remercie la direction des affaires juridiques pour le travail qui a été fourni. Nous voterons favorablement ce nouveau règlement intérieur modifié et à l'issue de la conférence des présidents. J'émets une nouvelle fois le souhait de pondérer les indemnités des élus à leur présence en séance au Conseil, en commission préparatoire et aussi aux commissions permanentes, selon les modalités suivantes, à savoir par semestre. Si l'élu est absent entre 25% et 35% du temps, il verrait son indemnité diminuer de 30%. Entre 35 et 50%, la diminution serait de 40%, et si les absences dépassent 50%, son indemnité baisserait de 50%. L'assiduité à nos travaux est un bon indicateur de notre engagement pour la ville. Ce n'est pas le seul, certes, mais il me semble premier et fondamental. C'est pour cela que je vous demande de rajouter ce point-ci au règlement intérieur où il a toute sa place. On en avait déjà parlé, effectivement, c'était une proposition que vous aviez déjà faite et sur laquelle je vous avais dit en toute transparence que je n'y étais pas favorable. Voilà. Okay. Et ça ne figure pas, me dit Carole Sebag, dans un règlement intérieur, mais quand bien même ça pourrait y figurer. Voilà. Ok. Et je pense que dans cette instance, chacun est assez responsable pour se dire que quand on est élu, quand on a été élu par les Levalloisiens, on siège, on travaille et
Madame Bourdet, oulala, c'est le festival là. Allez-y, Madame Bourdet-Mathis. Je précise quand même que le travail d'un élu ne se règle pas, pardon, à juste, je suis très fatigué justement, à juste siéger au conseil et aux commissions. Je vous assure, Monsieur Messatfa, que mon travail ne se limite pas aux commissions où je siège par ailleurs. Je vous assure que, et moi et mes collègues, on travaille beaucoup plus. Voilà, merci à vous. Merci Madame Bourdet-Mathis. Monsieur Messatfa. J'ai bien fait attention de dire que ce n'était pas le seul travail des élus d'être en présence au préalable, et je ne doute pas que dans ce conseil, les gens travaillent. Il y a des choses qui peuvent paraître évidentes et qui sont dans le règlement intérieur, c'est-à-dire se tenir bien, ne pas se battre, et pourtant ça demeure quand même dans un règlement intérieur, même si je compte sur la responsabilité de Vous chacun. remarquez qu'il ne fallait pas qu'on se batte dans le règlement intérieur? Oui, bien sûr. Non mais si on peut regarder, vous l'avez vu. Ben si. Et qu'on devait faire attention à ne pas injurier les gens. Donc loin de moi l'idée de penser qu'ici quelqu'un pourrait injurier l'autre. Mais pourtant c'est dans le règlement intérieur. C'est vrai, c'est vrai. Ça c'était... Monsieur Messatfa, vous avez demandé la parole. Merci Madame le maire. Oui, l'arrêté du préfet qui est daté du 25 septembre va courir jusqu'au dimanche 11 octobre. Donc je trouve qu'on est dans une situation délicate pour tout le monde, mais je pense qu'il faut faire un peu de preuve de cohérence là-dessus. On ne peut pas d'un côté accepter l'interdiction de la pratique sportive pour les majeurs, fermer les salles de sport, annuler les réservations dans les salles municipales et voir peut-être dans 10 jours, peut-être même lundi, voir la fermeture des bars et des restaurants dans notre zone, et de l'autre côté, voter une délibération sur un événement qui réunit avec succès près de 4000 personnes à chaque édition. Voilà, donc nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, on applique les règles, et en matière de règles fixées par le gouvernement et la préfecture, on n'est plus à une contradiction près. C'est-à-dire que vous avez raison, les cours de sport d'adultes sont interdits, sauf qu'il est prévu que les événements organisés par des particuliers peuvent être maintenus en restant sous la jauge des 1000 personnes. Après, chaque événement est soumis à une autorisation préfectorale. Donc on a invité les organisateurs de cet événement à se tourner vers la préfecture via une adresse mail dédiée en leur demandant l'autorisation de faire ou non cet événement. Donc je crois que cette demande a été faite par leurs soins et qu'ils seront en attente de la réponse. Et bien évidemment, il sera appliqué ce qui a été fait, ce qui sera décidé. Ouais. Pardon, Madame le maire. Non, il ne s'agit pas de prendre part ou pas à cet événement, c'est simplement d'organiser en amont et de prévoir en amont les relations qui vont régir la ville de Levallois avec la société musique, donc que ce soit ou non maintenu par le préfet. Juste une question, la mairie de Levallois, c'est quel type de PR? C'est W, L ou... quel est le type? Vous voulez l'hôtel de ville? Oui. Alors là, très bonne question, je ne sais pas. On n'est pas une piscine. Non, je sais, et parce que parfois, Nous ne sommes pas une salle de sport. Pour les EPR, donc ça c'est le X, et pour le L, en revanche, je croyais que c'était W ou L, et s'il est bien indiqué que dimanche 11 octobre, si on est un L, on n'a pas cette autorisation, c'est pour ça. Sauf pour des réunions telles que nous avons aujourd'hui. Encore une fois, voilà, la demande sera adressée directement au préfet. On fonctionne beaucoup pas comme ça au jour le jour. Hein. C'est-à-dire qu'on les organisateurs adressent leur demande au préfet, qui valide ou non au regard du protocole sanitaire mis en place pour tel ou tel événement. Ici, on pourrait imaginer que l'événement soit validé par la préfecture parce qu'on était sur les années précédentes à une fréquentation à un peu plus de 2000 personnes sur 2 jours. Donc, on pourrait imaginer une fréquentation de 1000 personnes par jour avec une jauge très précise qui serait faite respecter par les organisateurs. À voir. Il ne s'agit nullement d'un reproche, on est tous dans le même bateau. La question, c'est une question de cohérence. Et dans ce cas-là, moi j'entends d'arrêter la vie économique, d'arrêter la vie culturelle et d'arrêter la vie sportive est un problème. Mais dans ce cas-là, faisons comme à Rennes, attaquons l'arrêté du préfet et voyons ce qu'il en sort. Si la question c'est d'avoir une forme de cohérence, et là je peux vous garantir, si la logique de la municipalité c'est de faire comme à Rennes et de travailler et regarder s'il y a la possibilité de rouvrir des salles de sport, travailler sur l'intérêt des fermetures des bars à 22h et la réflexion se pose, eh bien nous serons avec vous dans cette démarche-là pour aller au tribunal administratif. Mais soyons cohérents dans notre façon de faire. Monsieur Messatfa, on est cohérent, mais on est aussi prévoyant. Et donc, cette délibération permet simplement d'anticiper un accord du préfet pour l'organisation et donc pour régir la relation entre, encore une fois, la municipalité et la société musique. Si le préfet dit non, ce n'est pas possible, voilà, cette délibération sera caduque.